ce nouveau Ciné Libre, qui pourrait très bien être considéré comme le premier. L'émission entièrement consacrée aux films de super-héros et adaptations de comics. Spider-Man le film, sorti en 2002, réalisé par le très talentueux Sam Raimi, avec Tobey Maguire, James Franco, Kristen Dutch, William Dafoe, J.K. Simmons, un film génial qui pourtant se fait démonter continuellement sur la toile par quelques petits youtubeurs qui mériteraient franchement de se faire fermer leur chaîne et de se faire incruster leur Blu-ray de Amazing Spider-Man dans le cul pour toutes les conneries qu'ils peuvent balancer sur ce film. Vous l'aurez compris, cette vidéo n'est pas vraiment une critique, mais plutôt un règlement de compte contre tous ces pseudo-critiques qui ont osé salir ce magnifique film. Non, mais attendez les gars, c'est de l'humour bien sûr, alors on fait tous partie de YouTube, hein, YouTube c'est une grande famille et tout ça, hein, n'est-ce pas, je parie que vous l'aurez compris bien sûr. Non mais sincèrement, c'est parce que je suis vraiment gavé de toutes les conneries que j'ai pu lire et entendre sur ce film. Quand je les vois, j'ai vraiment l'impression d'être dans la 4e dimension. En plus, quand tu as le malheur de critiquer Amazing Spider-Man, ils ont le culot de dire que tu n'y connais rien et que tu n'as aucun argument. Ouais, parce que eux, faut voir la gueule à leurs arguments. Spider-Man, il est trop nul dans ce film. Il fait que de pleurer. Le bouffon vert, c'est un méchant trop nul. Donc on dirait un monstre de Power Ranger. Mère Gleason, c'est un personnage inutile. Ça sert à rien. Le problème avec ces arguments, c'est que 1. Ils sont tous piqués à nostalgie critique, et 2. Ils sont d'une mauvaise foi incroyable. Si vous n'aimez pas le Spider-Man de Sam Raimi, c'est votre droit. Vous êtes un petit peu con, mais c'est votre droit. Mais arrêtez de dire que ce film est pourri, ou encore pire, le qualifier de nanar qui a mal vieilli, n'est-ce pas, Mister Mea? Ou alors c'est juste Mea? Il est donc grand temps pour moi de rendre justice à ce film qui est tout simplement fabuleux. Ah, je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai vu ce film. Je n'avais malheureusement pas eu la chance de pouvoir le voir au cinéma, j'ai donc dû me rabattre sur la VHS. Oui, je sais, les DVD étaient déjà sortis depuis longtemps à l'époque. Mais ça coûtait cher et j'étais pauvre. Bon, donc je m'apprêtais à regarder ma VHS. J'étais déjà pas mal adepte des films de super-héros à l'époque, mais jamais je n'ai vu un tel exemple d'adaptation réussie. Un film à la fois original et incroyablement fidèle aux comics d'origine. Rien que les premières minutes du film te prend en tripes. Avec un magnifique générique porté par le magnifique thème musical de Danny Elfman, qui nous avait déjà régalé il y a quelques années avec le thème musical de Batman. Il nous offre ici un thème à la hauteur de Spider-Man. Et juste après, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire le film. Et nous avons là un grand film, un film culte bourré de scènes cultes avec des personnages cultes. J'aime particulièrement la façon dont le film nous raconte les origines de Spider-Man. J'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans le comics. Les débuts, quand il était Peter Parker, un petit matheux souffre-douleur de son lycée, jusqu'à la morsure de Nier, la découverte de ses pouvoirs, ses débuts de catcheur. Oui, j'aime ce passage dans le comics, la mort tragique de Oncle Ben qui le poussa à devenir le super-héros Spider-Man. Il faut savoir que contrairement à des types comme Bryan Singer et Christopher Nolan, Sam Raimi est un vrai fan de comics. D'ailleurs, si à l'époque il avait réalisé son film Darkman, c'était parce qu'il n'avait pas réussi à obtenir les droits d'une franchise connue. Il avait donc été obligé de créer son propre super-héros. Mais nous parlerons de ce film une autre fois. Donc, Sam Raimi est un vrai fan de comics. Et un vrai fan de Spider-Man. Et quand je dis un vrai fan de Spider-Man, je veux dire que Sam Raimi est fan des tout premiers comics Spider-Man. Ceux de Steve Ditko et Stan Lee sortis en 1972. Je crois que c'est pour ça que certains n'accrochent pas avec la vision de Sam Raimi. Après tout, c'est un peu la même que pour Batman et Robin. Mais là où Batman et Robin n'étaient qu'une pub de jouets de 2h30, Sam Raimi, lui, avait une véritable vision de la chose et avait une envie totale de rendre hommage à Spider-Man, ce qu'il fait avec brio dans ses premiers films. Déjà, visuellement, le film est beau, entre côté lumineux et New York sombre, vieille ruelle.
On retrouve vraiment une ambiance proche de la bande dessinée. Mais c'est lumineux quand ça doit être lumineux, et sombre quand ça doit être sombre. Ce n'est jamais pesant ou exagéré comme dans Man of Steel par exemple. Sam Raimi ne cherche pas à faire style Batman ou à faire style X-Men ou autre. Il crée un style pour Spider-Man. Et rien que pour ça, ce film est énorme. Mais ce n'est pas tout. Car le film est également un bijou de mise en scène. Il faut savoir que d'habitude, Sam Raimi est un maître du film d'horreur. Et il n'hésite pas à en utiliser les codes dans ses Spider-Man, qui réussit à créer quelques moments de tension et donne une atmosphère vraiment effrayante aux super vilains. D'ailleurs, la transition est toute faite pour parler du premier sujet qui dévise. Je parle, bien sûr, des personnages. Et le personnage le plus détesté de toute la trilogie, c'est Kristen Touch en Mary Jane Watson. Alors, j'avoue moi-même que c'est loin d'être le meilleur personnage de la trilogie. Mais à en voir les commentaires, on a l'impression que Mary Jane est un personnage inutile, voire honteux, voire dégradant. Je me dois donc de lui rendre un peu justice. Alors oui, Mary Jane est une demoiselle en détresse, qui à chaque fois se fait enlever par un méchant, et à chaque fois Spider-Man est obligé de venir la sauver. Mais le personnage est-il si dégradant que ça? Bon, alors j'avoue que MJ n'est pas le personnage le mieux écrit ou le plus intéressant du film. D'ailleurs, c'est loin d'être mon personnage préféré, mais c'est pas un personnage inutile. Désolé, mais elle a une utilité dans le film. J'ajouterais même qu'elle est au centre de l'histoire. Son rôle, c'est en quelque sorte le rêve inaccessible pour Spider-Man. L'amour impossible du héros. D'abord en Peter Parker parce qu'il est invisible à ses yeux, puis en Spider-Man parce que sa vie de super-héros pourrait la mettre en danger. Eh ben désolé, mais une fille qui sont amoureuses d'un mec juste parce que c'est un super-héros, moi j'appelle ça une pute. Bon déjà, c'est un peu la même chose dans Amazing Spider-Man. Oui, c'était le cas au départ. Au début, Mary Jane nous est présentée comme une jeune fille quelque peu écervelée, dans un statut familial difficile, qui sort avec la brute du lycée. Donc oui, elle tombe amoureuse de Spider-Man parce que c'est un héros, et qu'il lui a sauvé la vie 2 ou 3 fois. Ce qui n'est pas rien. Mais finalement, en gagnant en maturité, elle comprend qu'elle est amoureuse de Peter, parce qu'il a toujours été là pour elle, dans les moments difficiles et tout ça. Comme ça nous est expliqué à la fin du film. Donc, le personnage n'est pas une pute. C'est un personnage qui évolue. Bande de cons. Autre personnage injustement détesté par les fans, enfin les pseudo-fans, c'est le Bouffon Vert, souvent qualifié de monstre des Power Rangers, principalement pour son look. Sérieux, vous avez déjà regardé un épisode des Power Rangers? Si c'est pas le cas, allez-y, l'intégrale est disponible sur Netflix. Non, parce que visiblement le concept de Power Ranger vous échappe quelque peu. Dans Power Ranger, il s'agit d'un comédien déguisé en monstre qui essaye de nous faire croire que ce monstre est réel. Dans le concept de la série, il s'agit d'un vrai monstre, alors que dans Spider-Man, il s'agit bien d'un homme déguisé. Et c'est ça au départ le Bouffon Vert, c'est un fou déguisé. C'est pas quelqu'un qui se transforme en gobelin comme dans la version Ultimate. D'ailleurs, je déteste cette version, je vous le dis tout de suite. En réalité, ce look du Bouffon Vert correspond très bien aux comics. Je dirais même qu'il est une interprétation plutôt logique du personnage. Je sais que vous auriez préféré le premier concept de maquillage, mais cette idée pose des problèmes techniques. En effet, c'est très dur et très long à faire. Et je trouve que l'idée de l'armure s'intègre très bien dans la logique du film. Je rappelle que dans le film, le Bouffon Vert est au départ un projet de l'armée américaine. Vous croyez vraiment que l'armée américaine aurait commandé un super soldat qui ressemble à ça? Et sans parler de l'interprétation de William Dafoe qui est excellente. Et non, il n'en fait pas des tonnes, désolé. Il joue un schizophrène jekyllien qui essaye de détruire Spider-Man mentalement et physiquement. C'est un poil plus intéressant que le Minimoy sous ecstasy qu'on a dans Amazing Spider-Man 2. Il n'y a rien de concrètement reprochable à ce Bouffon Vert. On retrouve parfaitement le Bouffon Vert du comics, ce dangereux psychopathe ricanant sur son planeur en lançant des grenades en forme de citrouille. Mais le personnage le plus réussi en termes d'écriture,
Reste le héros principal, Peter Parker, Spider-Man. Bah, désolé, Spider-Man dans ce film, il est complètement racié. Il fait que de pleurer. Alors ça, c'est le commentaire number one, celui qu'on me sort à chaque fois. Et qui se résume, Spider-Man, il est trop nul dans ce film parce qu'il fait que de pleurer. Mais est-ce que c'est vrai? Regardons les moments où il pleure dans le film. Alors il pleure quand son oncle s'est fait tuer et à la fin du film. C'est à peu près tout. Et c'est à peu près autant que le Peter Parker version Andrew Garfield. Comme vous pouvez le voir, on ne peut pas vraiment dire qu'il passe son temps à pleurnicher dans le film. Peut-être que là où il pleure le plus, c'est dans l'épisode 3. Mais on en reparlera le moment venu. Je sais aussi que vous détestez le fait que Spider-Man ne balance plus ses fameuses vannes quand il combat. Ce qui n'est pas totalement vrai, car des vannes, il en balance dans le film. Notamment lors de ce fameux match de catch. Mais Sam Raimi n'abuse pas de cette facette du personnage, tout simplement parce qu'il n'a pas la place de le faire. Sam Raimi essaye de présenter Peter Parker comme un personnage torturé. Au départ, c'est le souffre-douleur de son lycée, qui se retrouve transformé en super-héros par accident, mais comme c'est expliqué dans le film, il a reçu un don et une malédiction. Il doit de plus en plus sacrifier Peter Parker pour sa mission de Spider-Man. Et cela prend une toute autre ampleur dans les deux autres films. Autrement dit, le sujet du film ne se prête pas à la rigolade ou à lui faire des blagues à la con, à moins d'en faire un personnage complètement débile et ridicule, comme le Spider-Man de Mark Webb. Je m'occuperai de ce film-là plus tard. Alors arrêtez de dire des conneries sur ce Spider-Man, car le personnage est très bien traité dans le film. Même les personnages secondaires sont très bien traités. Oncle et Tante May, très peu présents mais qui ont une importance capitale dans l'histoire. J. Jonah Jameson, rien d'autre à dire sur lui à part que toutes ces scènes sont géniales. Harry Osborn dans le personnage évoluera tout le long de la trilogie. Attends, tu nous dis que le Spider-Man de Sam Raimi, il est mieux que le Spider-Man de Mark Webb. Désolé, mais tu dis n'importe quoi. Le Spider-Man de Sam Raimi, il est nul. Il n'y a même pas d'évolution de personnage. Comme vous pouvez le voir, je connais tous vos commentaires par cœur. Et celui-ci, comme tous les autres, est complètement faux. Regardez, au début du film, on a un jeune lycéen qui vit chez son oncle et sa tante. Puis, arrivé au milieu du film, le personnage grandit, il entre dans la vie active, emménage en colocation avec son meilleur ami, et commence à chercher du boulot. Le personnage évolue dans le film, et continuera d'évoluer tout le long de la trilogie. C'est ça qu'il y a d'intéressant dans ce film. Ce film, c'est en quelque sorte une métaphore de l'adolescence à travers le super-héros. Et c'est exactement pareil dans ce putain de comics. Et ça, Sam Raimi l'a très bien compris. Bien sûr, le film a des défauts, mais quel film n'en a pas? Sam Raimi ne raconte peut-être pas une histoire spécialement complexe, mais c'est une œuvre cohérente abordant des thématiques propres à Spider-Man, et qui rend parfaitement hommage aux comics d'origine. Certains viendront encore me faire chier avec des futilités, comme par exemple le fait que Mary Jane arrive avant Gwen Stacy, ou que les lanceurs de toile deviennent des super-pouvoirs. Je termine là-dessus parce que c'est souvent l'argument qu'on me sort quand on n'a plus rien à dire. Genre, ouais, ce film c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec le comics. Depuis quand les lance-toiles c'est des super-pouvoirs? En plus c'est complètement con, normalement ils devraient balancer de la toile par le cul. Je jure qu'on m'a vraiment sorti ce commentaire. Comme tous les commentaires que je cite à travers le fan débile d'ailleurs. Ça représente assez bien le niveau d'analyse de ceux qui détestent ce film. C'est complètement débile. Surtout que si on suit cette logique, Spider-Man devrait avoir 8 bras et 8 yeux. Sam Raimi a décidé de faire de la toile d'araignée un super pouvoir, ok. Mais c'est pas pour autant que le film n'est pas fidèle aux comics. Ce qu'a fait Sam Raimi, ça s'appelle un compromis. C'est comme le fait que Mary Jane arrive avant Gwen Stacy, c'est un compromis. Et puis on peut pas vraiment dire que les Amazing Spider-Man, qui pourtant respectent ces détails, sont plus fidèles aux comics. On me rit souvent au nez quand je dis que la scène du pont dans ce film est mieux que la mort de Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man 2. Même si c'est Mary Jane à la place de Gwen Stacy et qu'elle ne meurt pas comme dans le comics. Cette scène est une conclusion spectaculaire au film, l'ultime affrontement entre Spider-Man et le Bouffon Vert, qui se conclut par la mort de ce dernier. A noter qu'il meurt exactement de la même façon que dans le comics. D'ailleurs, si on enlève le fait que ce soit Mary Jane et qu'elle ne meurt pas, cette scène est dans l'ensemble très fidèle aux comics.
Sans parler de la mort de Norman Osborn, qui sera l'élément déclencheur du changement du personnage de James Franco. Alors que la mort de Gwen Stacy, en plus d'être complètement téléphonée, n'apporte rien à l'histoire, à part de satisfaire les fans qui voulaient absolument voir cette scène dans le film. Quand je dis que les Spider-Man sont les films de super-héros les plus importants, c'est pas des paroles en l'air. Remettons-nous dans le contexte de l'époque. Au début des années 2000, les films de super-héros n'étaient pas encore à la mode. Jusque-là, les seules adaptations qu'on avait, c'était les Batman ou les Superman, et encore. Puis a commencé à apparaître les films Blade et X-Men. Ces films ont eu du succès, mais n'ont certainement pas autant marqué que les Spider-Man de Sam Raimi. Ce film a montré aux producteurs que les films de super-héros pourraient être un bon filon. Depuis lors, les films de super-héros se sont multipliés. Bon, ce succès a aussi engendré des bouses comme les 4 Fantastiques ou Daredevil. Mais avec le temps, a pu pousser de grands réalisateurs à s'attaquer au genre super-héros. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir des films comme The Dark Knight. Alors arrêtez de dire que ce film est nul, surtout si c'est pour perdre toute crédibilité en disant que cette autre merde est meilleure. Ayez un peu de respect. Sans les Spider-Man de Sam Raimi, on n'aurait sûrement pas 3 films de super-héros par an aujourd'hui. J'ajouterais même que sans les Spider-Man de Sam Raimi, les Amazing Spider-Man que vous adorez n'auraient jamais vu le jour. Et même sans ça, ce film reste un putain d'exemple en matière d'adaptation de comics. Et ce fut encore plus excellent dans la suite, qui sera d'ailleurs le sujet de notre prochaine vidéo. C'était Luchaman. À la prochaine.